Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Voilà, je suis Diane Baran et je suis en compagnie aujourd'hui de Pascal Mollo, qui est médecin et qui a rencontré la CNV en 1994 dans sa recherche sur les relations humaines et notamment dans le domaine du soin. Pascal Mollo a amené la CNV en France avec Nicole Azincourt et voilà, je suis ravie de t'accueillir Pascal. Bonjour. Bonjour Diane, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci de me donner cette occasion de partager sur mon cheminement. Mais oui, et je suis ravie parce que voilà, j'avais envie de rendre hommage à Marshall Rosenberg qui nous a quittés il y a quelques mois. Et lorsque je t'ai vu il y a quelques jours à la réunion des formateurs, voilà, j'avais très très à cœur de partager avec toi en fait sur cet homme et sur ton expérience aussi et ton expérience de la CNV à travers lui. Et je voulais savoir Pascal, comment as-tu rencontré en fait Marshall Rosenberg? Alors juste peut-être Diane, juste avant, je vais te donner une précision parce que c'est pas exactement Nicole Azincourt et moi-même qui avons amené la CNV en France. Je dirais qu'on y a beaucoup contribué toutes les deux dans les débuts de l'association. Mais en fait, c'était Laurence Brugweiler en 1900. Bon, je ne sais plus quelle année l'association a été fondée, en fait, en 1990. Et puis Nicole et moi, on l'a rejointe et on l'a vraiment dynamisée à partir de 1994. Voilà, j'ai à cœur de dire que Marshall, en fait, venait déjà en France avec notamment Laurence Brugweiler et Anne Bouritz. Voilà, juste une petite précision. Alors du coup, comment j'ai rencontré Marshall? Écoute, j'étais à l'époque dans ma recherche humaine, comme tu disais, il y avait aussi une composante spirituelle, et c'était mon instructrice de méditation zen à l'époque, Catherine Pagès, qui savait que comme médecin, j'étais toujours très soucieuse de la qualité des relations avec les patients, avec les familles, que je ressentais vraiment du désarroi quand je voyais que le contact passait pas. C'était rare, mais de temps en temps, avec un patient ou avec une famille, tellement je savais que c'était important dans la relation de soins. Et un jour, elle a dit, méditer c'est bien, mais communiquer c'est important, et il faut surtout pas que vous ratiez le passage à Paris de Marshall Rosenberg. Et elle m'a dit, tu vas voir Pascal, ça va vraiment répondre à tes questions. Donc c'était à l'automne 1994, et ça a été, je crois, comme pour tout le monde, quoi, vraiment une grande rencontre. Et depuis, je dirais, j'ai jamais cessé, quoi, de cheminer avec ce processus. Qu'est-ce qui t'a touché, Pascal, dans ce processus? Écoute, c'est un côté pratique. Je crois que comme je suis quand même de formation médicale, scientifique, rationnelle, le fait, à sa première conférence, j'étais vraiment bouche bée. Je pensais pas avoir de problème de communication, parce qu'en général, j'ai un contact assez facile. Mais je me suis rendu compte que je communiquais qu'à un niveau, j'ai envie de dire, un peu mental. Je crois que médecin, on est quand même beaucoup formé aussi à penser et à analyser. Et là, le fait qu'il donnait, j'allais dire, une grille pratique, et ça touche beaucoup les soignants que je forme, pour comprendre ce qui se passe chez soi, comprendre ce qui se passe chez l'autre. Je crois que c'était vraiment l'aspect pratique. Et puis surtout, je l'ai vu interagir avec des participantes, notamment une femme, d'une manière qui m'a scotché, quoi. Au-delà du jugement, j'étais vraiment bouche bée. Voilà, je peux même te dire, c'était une femme qui racontait qu'elle était avec un compagnon qui avait plusieurs autres compagnes. Et moi, j'imaginais qu'il allait lui dire que c'était juste pas possible, quoi, de laisser tomber. Et pas du tout. Il écoutait. Et là, j'avoue que ça m'a bluffé, quoi. Ça m'a ouvert vraiment un autre champ. Oui. Ouais, donc c'est l'empathie qu'il donnait et l'écoute qu'il donnait à la personne qui t'a ouvert d'autres possibles. Oui, vraiment cette attitude qui était vraiment au-delà du jugement, quoi. On n'était plus au-delà de qui a tort, qui a raison. On était vraiment dans une démarche, effectivement, de compréhension à la fois de ce qui se jouait pour elle, de ce qui pouvait se jouer pour lui. Et là, j'avoue que ça m'a passé le moment un peu de choc. Ça a vraiment... oui, ça m'a ouvert, je dirais, un nouveau champ, et je crois qu'à partir de là, j'étais déterminée en me disant, oui, c'est ça dont j'ai besoin, quoi. Ouais. C'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. Alors, Pascal, est-ce que toi tu as fréquenté Marshall pendant quelques années et tu as appris de lui, et je voulais savoir qui était cet homme, en fait. Alors, qui était cet homme? La première chose qui m'est venue quand tu m'as proposé la question, c'était un homme passionné, quoi. J'ai envie de dire, voilà, passionné de l'humain, déterminé, je
dirais, tellement perméable au monde, à l'état du monde, à tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, tout ce qui n'est pas, je dirais, ordonné vraiment à l'humain. C'était un moteur, j'ai envie de dire, quelque part insatiable, jusqu'à ce que chaque être humain soit vraiment pris en compte, comme s'il pouvait traquer tout ce qui n'était pas ordonné vraiment à l'humain, à la prise en compte vraiment de chacun. Ouais, donc je crois que quand il me disait, donc il était, j'ai envie de dire, ayant eu la chance de le côtoyer de manière assez proche quand j'avais pris une période sabbatique, notamment de 4 mois, entre deux postes, je l'ai vu du matin au soir à l'affût de toutes les opportunités de contribuer, de rencontres, d'une ouverture au monde incroyable, quoi. Politique, l'actualité, et en même temps avec énormément d'humour. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le processus de cette perméabilité au monde, quoi. De se laisser toucher et du coup de se laisser guider profondément par tout ce qui n'était pas juste, quoi, tout ce qui n'était pas dans l'ordre de la vie et au service de la vie. Et du coup, en se laissant toucher, en fait, voilà, comment est-ce qu'il utilisait le processus à chaque fois? Oui, c'est-à-dire, si tu veux, le fait d'être touché, je crois que c'est quand même l'essence du processus. Il y a du coup quelque chose qui ne peut pas ne pas se mobiliser. Donc à partir du moment, si tu veux, où on est touché, c'est quand même l'étape de l'observation et de se laisser, d'être tellement perméable à la réalité qu'il y a quelque chose qui se mobilise. Et c'est comme si, avec ce processus, en fait, il y avait un canal d'accès, qu'il était en prise directe au fond avec le monde, avec ce qu'il appelle les besoins, c'est-à-dire quand même ce quelque chose en nous de fondamental qui nous oriente vers ce qui est au service de la vie et de l'humain ou pas. Et qu'à partir de là, ce processus, il était en action en permanente à travers l'observation, le ressenti, le contact avec des besoins ou des valeurs et du coup des actes. Donc c'est pour ça qu'on lui reprochait parfois de jamais se reposer, de jamais s'arrêter, mais je crois qu'il ne pouvait pas, quoi. Hein, que tant qu'il était vivant, il ne pouvait pas ne pas se mettre au service, quoi. Ouais, il ne pouvait pas. C'était devant dans la situation, les conditions du monde, en fait, il avait ce feu qui le mobilisait à agir, quoi. Oui, tu vois, et c'était pas un choix intellectuel, c'était vraiment viscéral, je crois. Et je crois que c'est ça, que la communication non violente, c'est vraiment une démarche, ça veut dire qui est vraiment, pour moi en tant que médecin, très physiologique à partir de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent, vraiment d'un mouvement qui se fait, et du coup d'une action chez lui qui n'était pas entravée, parce qu'il y avait une audace, quoi, et une audace qui était, elle n'était pas choisie, mais elle était quelque part naturelle. Je pense aussi de par ses origines juives, de par tout ce dont il a été témoin, voilà, comme injustice et comme comportement destructeur, il pouvait pas être vraiment indifférent, quoi. Mais il savait en même temps aussi se reposer et se ressourcer, notamment à travers le contact avec la nature, à travers la musique, à travers, tu vois, la beauté. Il était aussi profondément, je dirais, vivant, profondément joyeux. On a tous été témoins de son humour. Et aussi de ses chants, parce qu'il nous a beaucoup marqué avec ses chants et avec cette audace qu'il avait aussi de s'exprimer avec la musique. Et j'aimerais savoir s'il y avait quelque chose que tu aimerais célébrer aujourd'hui de la contribution de Marshall et qui est vraiment significatif pour toi, ce serait quoi, Pascal? Pour moi, c'est le fait qu'ils mettent à disposition du monde un chemin de conscience en fait universelle, accessible à tous, notamment au-delà de toutes les religions. Je l'ai vu travailler avec des gens de toutes les religions et je crois qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une contribution fondamentale. C'est absolument pas une démarche religieuse. Nous, on parle plus, et lui aussi parlait d'une spiritualité, mais c'est ce côté universel, souvent je dis tout terrain, accessible à tous, pour réveiller la conscience de l'interdépendance et permettre en fait qu'on la vive. C'est-à-dire que cette réalité incontournable de la vie sur Terre, qu'on est tous reliés, que nos actes influent sur les autres et qu'on éprouve, je dirais quelque part de la joie, davantage de joie quand on prend en compte, quand on agit en prenant en compte les besoins de tout un chacun autant que des nôtres, que cette réalité incontournable de la vie permette que chacun puisse à la fois s'en saisir et du coup agir en accord, on dit en congruence avec ça, et en éprouver de la joie.
Donc il y a quelque chose de réveiller cette conscience de l'interdépendance et d'avoir un outil pratique pour le faire. Parce que je crois en théorie, chacun serait d'accord, mais on voit bien toutes les déviances. C'est ça. Et moi, ce qui me touche, en tout cas de cette contribution, c'est que je vois bien que, à travers notre démarche qui est laïque, en fait, ça permet à des personnes de différentes confessions religieuses de redécouvrir, en fait, leurs propres valeurs fondatrices de leur religion. Et je crois que ça peut amener, et c'est ça qui, moi, mobilise au fond. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que toi, tu as été témoin et tu as expérimenté cette, voilà, ce partage interreligieux avec Marshall? Écoute, oui, j'y pensais. Particulièrement, tu vois, quand j'étais 2 fois avec lui en Israël, et donc quand on était en territoire palestinien et dans une association où il y avait des formateurs palestiniens qui rencontraient aussi des formateurs israéliens, on voyait bien que du côté palestinien, quand ils parlaient, ceux qui étaient de confession, en tout cas, je dirais musulmans, quand ils parlaient de ce qu'eux retiraient de l'enseignement du Coran et quand les Juifs parlaient de ce qu'ils retiraient de l'enseignement de la Torah, on voyait bien ils pouvaient complètement se comprendre et se rejoindre à partir, je dirais, du langage de la communication non violente. Sur les valeurs, sur les besoins, quand on quittait les dogmes, en fait, il y avait quelque chose qui se rejoignait. Et moi, j'ai vu que, je crois que tous ceux qui travaillent avec des associations au territoire palestinien et israélien, ils savent très bien, quand on quitte, je dirais, un peu l'échelle politique, il y a quelque chose qui se rejoint et il y a les mêmes aspirations. Donc je crois que ça m'a pas mal touchée. J'ai aussi travaillé aussi avec lui, avec aussi pas mal de bouddhistes, et il disait qu'il retrouvait à travers la communication non violente aussi l'essence du bouddhisme à travers la compassion, avec beaucoup de personnes de confession chrétienne, et moi j'en suis témoin jour après jour que les gens disent mais oui, mais là la communication non violente, ça nous donne les outils pour à la fois, je dirais, pratiquer l'espérance et puis la fraternité et la solidarité. Donc vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un qui dise que la communication non violente n'était pas une démarche pratique qui ne le soutienne ni ne soit compatible avec ses principes en fait religieux. Et je crois qu'on a tous besoin, je dirais, d'une démarche pratique pour rejoindre, je dirais, l'humain, au-delà des conflits, au-delà des différences, et puis aussi s'enrichir de cette différence, quoi. Je sais pas si j'ai exactement répondu à ta question. Si. Et je vois que c'est ça, ce que j'entends, c'est que c'est aussi vraiment peut-être la grande révolution en fait de la communication non violente, c'est que ça apporte un outil concret pour vivre ces valeurs au-delà en fait des religions. Oui. Oui, et rejoindre, je dirais, au cœur de chacun, au fond, l'aspiration fondamentale. L'aspiration fondamentale de respect de tout humain, l'aspiration fondamentale à manifester l'amour, quoi, à l'exprimer et à en recevoir, et puis à vivre ensemble, quoi. Et simplement qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour vivre ensemble, c'est ça. Ouais, et on ne sait pas comment faire aussi pour traverser les conflits. Absolument. Oui, il y a vraiment tout un apprentissage, quoi. Et je suis curieuse aussi de savoir, Pascal, tu parlais justement de cet apprentissage, et c'est quoi pour toi cet apprentissage de la CNV? Je crois qu'il y a vraiment un apprentissage de cette connaissance de soi. Tu vois, c'est déjà de pouvoir, en fait, un apprentissage sur comment se relier à soi. Moi, j'ai quand même pratiqué beaucoup le bouddhisme pendant, j'ai fait un détour par rapport à mes racines chrétiennes et à la religion catholique en particulier. Avec le bouddhisme, par exemple, tu vois, j'ai beaucoup médité, j'ai fait beaucoup de retraites, vu beaucoup de maîtres, comme tu le sais, je suis aussi allée en Inde, et je restais quelque part au-dessus de moi et dans ma tête. Et je crois que l'apprentissage de la communication non violente numéro 1, c'est de développer cette intériorité, tu vois, avec un côté pratique, c'est-à-dire de descendre de la tête, tu vois, dans le cœur. Marshall, l'une des conférences qui m'avait plus touchée, c'est quand il dit, avec tout son humour, tu sais, je vais vous faire faire ce soir le plus long voyage que vous n'ayez jamais fait. Alors tout le monde est étonné, et ce voyage de la tête dans le cœur, quoi. Et là, premier apprentissage, c'est ce réapprentissage d'utiliser nos 5 sens, quoi. Tu vois, l'observation,
Hein, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Donc un apprentissage à être en contact avec soi, un apprentissage donc déjà à pouvoir nommer, à pouvoir sentir, du coup à pouvoir aussi prendre la responsabilité de ce qu'on sent. C'est quand même une démarche responsabilisante par rapport à ce que je vois, ce que je sens. C'est moi qui ressens des émotions, c'est moi qui ressens un inconfort parce que j'ai tel besoin. Donc déjà de reconnaître qu'on a des besoins, c'est une grande révolution. Et puis après, l'apprentissage, effectivement, de l'altérité, que l'autre aussi, il a aussi des besoins. Et l'apprentissage que l'autre peut être différent et pour autant pas ennemi. Donc un apprentissage à sentir, à se relier à soi, un apprentissage à nommer, un apprentissage en fait à dire et à comment dire d'une manière qui augmente les chances d'être entendu. Et puis un apprentissage d'écouter, quoi. Hein, d'écouter et puis quelque part de s'émerveiller de la différence de l'autre, quoi. Et après, comme tu l'as dit, un apprentissage à pouvoir se rencontrer, se confronter et voir que c'est pas une catastrophe, mais qu'au contraire, si on arrive je réécoutais un DVD de Marshall hier, et si on arrive à ce lieu où chacun peut identifier le besoin de l'autre, le conflit peut être résolu en 5 minutes, en moins de 5 minutes. Ça, c'est quand même... que tu as expérimenté, j'imagine. Ben oui. Ah oui, tu vois, dans des établissements, souvent on me demande des médiations, tu vois, dans des crèches, pas souvent aussi bien aussi dans des couples ou des familles, mais ça me touche en milieu professionnel, même avec des gens qui connaissent très peu la CNV, quoi. Et oui, c'est vrai que le conflit, c'est une grande peur chez l'être humain, de vivre ensemble et de oui. On ne sait pas comment traverser ces conflits. Et la CNV, du coup, c'est un outil très concret pour ça. Ouais, pour passer vraiment de la peur du conflit à découvrir la richesse du conflit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Comment, qu'est-ce qui fait qu'on passe de cet état de peur à vraiment à goûter à la richesse du conflit? Écoute, par rapport à... je crois que c'est déjà de constater, tu vois, je vois dans les stages vraiment quand on commence à parler, déjà à reconnaître en fait notre peur du conflit, à descendre un peu plus loin qu'est-ce qui nous fait peur, et finalement, tu le sais, hein, la peur de perdre la relation, la peur de plus être aimé, la peur si on aborde le conflit que les choses soient pires après qu'avant, ou la peur de ne pas être compris. Et que déjà on se relie profondément à ce besoin en fait, tu vois, d'être en lien. Et puis, qu'on prend la mesure de combien le lien avec l'autre nous est précieux. Et encore une fois, à cause de cette réalité de l'interdépendance. Je crois que le fait, tu vois, déjà d'être dans un groupe, par exemple, et puis de voir qu'on a tous les mêmes peurs, du coup, on se dit, oui, l'autre avec qui je suis en conflit, lui aussi, il a cette même peur. Et puis derrière, au fond, ce même besoin d'être compris, et puis de préserver la qualité du lien. Et puis souvent, dans la peur du conflit, c'est qu'on a peur de ne pas savoir comment dire, et la peur aussi, tu vois, d'être débordé par nos émotions. Et que comme la CNV nous donne les mots pour exprimer notre vulnérabilité, en prenant la responsabilité, alors ça diminue les risques que l'autre le prenne mal, quoi. C'est ça. Et puis, tu vois, l'étape de la demande et de pouvoir dire en préambule, écoute, je vois bien que j'ai vraiment de l'appréhension à oser te dire ce que je vais dire. Et en même temps, c'est tellement important. Tu vois, quand je suis dans des équipes, je travaille beaucoup dans les établissements de soins, de santé, les EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées, et souvent, une des causes de l'épuisement professionnel du burn-out, c'est tout le fait qu'on n'ose pas dire, et tout ce qui pourrit l'ambiance, et tout ce qui se dit par derrière, et les non-dits. Et donc, vraiment un des rêves que les gens ont, mais ils savent pas comment faire, quoi, c'est qu'on puisse se dire les choses en face. Et en leur donnant les moyens, ça diminue le stress. Voilà, et de pouvoir dire en préambule, écoute, voilà, j'ai peur quelque part de te dire ça, et en même temps, j'ai tellement envie dans l'équipe qu'on puisse se dire les choses en face. Donc, est-ce que tu es OK, voilà, qu'on puisse se parler le plus sincèrement possible, et tu m'arrêtes si jamais tu te sens attaqué, c'est pas mon propos, quoi. Voilà, et puis de faire cette fameuse demande, voilà, j'aimerais savoir ce que ça te fait de m'avoir entendu. Tu vois, ce qu'on appelle un peu cette demande de connexion. Est-ce que cette réalité, tu la vis de plus en plus dans les institutions dans lesquelles tu travailles?
Oui, oui, vraiment. Et je pose ça, en fait, quand je leur demande de quoi ils ont le plus besoin, quand je vois des directeurs d'établissement ou autre chose, mais le plus souvent, c'est de rétablir un climat de confiance, quoi. Ça. Tu vois, parce que vraiment, la cause numéro 2, tu vois, de souffrance dans les équipes, c'est pas seulement la charge de travail, c'est entre guillemets, la mauvaise ambiance ou le fait de pas arriver à s'entendre, mais tu vas s'entendre au sens littéral, hein. Et puis d'oser se dire les choses en face et puis tout ce qui se dit par derrière, quoi. Voilà. Et lorsque ces personnes dans ces institutions, elles commencent à expérimenter le processus de la CNV, est-ce que tu vois concrètement des changements? Ah oui, oui, tu vois, il y a un établissement où je travaille maintenant depuis presque 2 ans, dans un EHPAD là du côté d'Angoulême, là, à Villebois-la-Valette, pour ne pas le nommer. Et maintenant, de plus en plus, par exemple, tu vois, dans les vestiaires, quand quelqu'un commence à parler, oui, une telle a fait ça ou autre chose, il y en a toujours une qui dit, écoute, je crois que c'est pas le lieu. Si tu veux, on prend rendez-vous, c'est ce qu'on a créé un petit peu des tandems girafons ou des personnes ressources girafes, et puis on va en parler à part, quoi. Mais j'aime beaucoup le fait de dire, écoute, voilà, je vois que tu as une difficulté avec une telle, mais vraiment, je crois que c'est pas le lieu d'en parler, ça va pas nous faire du bien. Mais par contre, moi, je suis disponible si tu veux qu'on en parle après, quoi. Qu'on en parle à un autre moment et on se pose et ils réutilisent les outils, en fait, que j'ai donnés. Tu vois, ils ont à la fois les pistes de danse, ils ont une petite trousse girafe, enfin, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir, voilà, s'écouter d'une manière qui va être fructueuse. Donc déjà, c'est un réflexe formidable, quoi. De dire un peu, par exemple, stop à la rumeur, quoi. Stop à la rumeur, c'est ça. Oui, et puis il y en a qui ont vraiment les moyens, quoi. Tu vois, et j'entends à quel point ça diminue le stress dans l'équipe. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est un stress énorme de pas oser dire, d'avoir peur de ce que l'autre va penser de nous. Oui. Ouais. Donc vraiment cette compétence, c'est vraiment une compétence relationnelle, tu vois, et là j'ai déposé vraiment un dossier pour que ça soit reconnu pour la formation professionnelle, pour la formation des professionnels de santé, ce qu'on appelle le DPC, pour le développement professionnel continu. Et on sait aussi, tu sais, dans le domaine des soins, mais là on s'écarte un peu de Marshall, peut-être on reviendra aux questions de Marshall, c'est une tempête. Mais en tout cas, tu vois, c'est vraiment par rapport aux orientations du plan national de sécurité publique, améliorer la communication et la qualité du travail en équipe, c'est des orientations de santé publique. Et on sait que ça va diminuer aussi les événements indésirables graves. C'est la cause numéro 2 des événements indésirables graves dans les hôpitaux, ce déficit de communication médicale, Diane. Donc tu vois, c'est pas du luxe, on n'est pas dans une démarche que de développement professionnel, c'est juste vital, quoi. C'est pas du luxe, c'est sûr. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse aborder à nouveau ce sujet peut-être dans une autre entrevue. Avec c'est vrai plaisir. Parce que c'est passionnant en tout cas. Et pour revenir à Marshall, Pascal, je voulais savoir quel homme il était au quotidien. Tu sais, je crois qu'on avait un petit peu répondu je crois que c'était une de tes premières questions, tu sais, sur le fait qu'il était, je dirais que c'était un homme passionné, passionné, sans cesse à l'affût d'opportunités de contribuer, de rencontres, et hyper ouvert, tu vois, sans arrêt au monde, tu vois, à travers les journaux, à travers la politique, à travers les rencontres, à travers la musique, comme je te l'avais dit aussi, sans arrêt à découvrir des nouvelles musiques qui nous repassaient en stage après ou qu'il adaptait. J'ai envie de dire un homme profondément vivant, quoi. C'est ça. Et dès que quelqu'un faisait une demande, nous souvent on avait l'impression les plus proches qu'ils savaient pas se reposer, et puis donc je dirais sa dernière épouse Valentina, ensuite elle a vraiment mis, tu vois, elle a vu que là il allait un peu à l'épuisement, il se mettait en danger, elle a mis des limites, mais je dirais que auparavant c'était je dirais assoiffé vraiment de contribuer. J'aurais envie de dire avec le langage d'aujourd'hui presque une addiction, mais tu vois, qui serais-je pour juger tellement il a fait une contribution au monde énorme, quoi. Avec aujourd'hui ce réseau de personnes qui partagent et transmettent la CNV sur les 5 continents. Tu peux nous parler un petit peu plus de cette contribution concrète, justement, au niveau international? Mais écoute, à partir de ce de ce tout petit noyau, puisqu'il avait commencé dans sa voiture quand il a quitté sa pratique, là, son cabinet,
et qu'il a commencé avec un tout petit noyau dans les années 60, tu vois, j'ai envie de dire, je crois, la création du Centre pour la communication non violente en 1964, où il se déplaçait en voiture à travers les États-Unis, hein, et parfois il y avait des conférences où il avait une ou deux personnes. À partir de ce tout petit noyau de 3-4 personnes, Yann, il faut imaginer qu'aujourd'hui, il y a soit des formateurs, soit des groupes, dans en fait, vraiment sur tous les continents, quoi. Donc, il était toujours à l'affût de ce qu'il appelait des breeding girafes, tu vois. Breeding girafes, breed, c'est des girafes fertiles, des girafes fécondes qui allaient se multiplier. Hein, et il dit que ses meilleurs ambassadeurs, qu'après le téléphone et la télévision, c'était les téléwomen, tu vois, les téléfemmes. Hein, parce qu'il avait aujourd'hui énormément de femmes. C'était un homme, j'ai envie de dire qu'il était amoureux de la vie et amoureux des femmes en général, mais au sens voilà, de toutes ces femmes qui contribuent de multiples manières, et puis heureusement des hommes aussi. Donc il était à l'affût, si tu veux, de ces personnes qui avaient déjà des réseaux sur place et puis qui avaient le feu comme lui et qui allaient transmettre en fait autour. Et donc moi j'ai été témoin à chaque fois et il disait que parfois même de se déplacer, que s'il y avait qu'une ou deux personnes, voilà, ça valait la peine parce que inéluctablement c'est des personnes qui allaient porter du fruit et qui allaient se multiplier, quoi. Et aujourd'hui, un jour il était très bouleversé, je crois qu'il avait 40-45 ans ou moins de 50, je sais plus, tu vois, mais il s'est rendu compte que son rêve que la CNV diffuse à travers le monde, je dirais 30 ans avant sa mort pratiquement, c'était déjà réalisé, quoi. Il allait, je crois, en Australie ou en Inde ou ailleurs, et c'était déjà en route, quoi. Et en Afrique, tu vois, et dans l'océan Indien, et en Nouvelle-Zélande, et en Chine, tu vois, au Japon. Donc, je crois que son rêve s'est concrétisé avant, si tu veux, sa mort. Alors, une partie de son rêve, parce qu'il rêve ce qu'il appelle un social change, un changement social plus important. Mais je pense que dans les dernières années, il ne pouvait pas prendre la mesure de ce qui se passait, mais de ce qui va continuer. Et tu me demandais comment tu vois la suite et le développement de la CNV à travers le monde sans Marshall. Tu me demandais ça, mais moi je crois que ça va continuer par la révolution, notamment Internet, quoi. Tu vois, je vois que les vidéos depuis son décès, il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube. Et j'ai la conviction que c'est tellement fort, si tu veux, ça répond à une telle soif que ça va contribuer de se répandre à travers nous tous, à travers toi, ce que tu fais, déjà ceux que tu formes, ceux que je forme, enfin, déjà toutes les générations, quoi. On doit en être à 1, 2, 3, je sais pas, on doit en être au moins déjà à 8 générations. Il faudrait que je compte plus précisément, hein. 8 générations de personnes qui ont été formées à la CNV. Écoute, parce que moi-même, Diane, aujourd'hui, tu vois, j'ai 57 ans, moi je regarde, par exemple, j'ai formé des personnes, tu vois, comme Saline, tous les formateurs que tu connais, qui ont formé d'autres personnes, si tu veux, comme toi, et toi-même, tu formes, et dans les personnes que tu formes, 1, 2, 3, 4, 5, moi, j'en suis facilement déjà, moi, à 4, tu vois, génération. Moi, ça fait donc un peu plus de 20 ans que je le connais. Donc, ouais, lui, ça fait, tu vois, au moins 8 générations. Donc, je pense qu'on ne mesure pas et que c'est vraiment énorme parce que, au-delà des formateurs, comme tu le sais, il y a tous les groupes de pratique. Là, tu vois, j'ai une jeune d'un ESAT qui a connu un petit peu de CNV à travers je ne sais quelle formation. Elle a même pas fait de stage en tant que telle, mais elle veut déjà former dans le cadre de son mémoire. Tu vois, elle a dû suivre, je sais pas, 2 heures de CNV et elle veut déjà transmettre, tu vois, ce qu'elle a appris. Bien sûr. Et je suis très touchée de ça, tu vois, et je vais prendre du temps pour la soutenir. Parce que je trouve que le petit peu... Tu sais, Marshall, il hésitait à former des formateurs. Ça a toujours été un grand débat pour lui. Parce qu'il veut que la CNV soit mise à disposition largement. Et puis, comme tu le sais, à travers le processus de certification, on se rend compte qu'il y a quand même une subtilité dans le processus qui est, tu le sais bien, qui a vraiment à gagner. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a les deux, quoi. Il y a quelque chose qui peut toucher énormément au bout d'une heure, tu vois, d'une petite conférence, et puis après, il y a quelque chose de plus subtil. Mais je pense qu'il faut tenir les deux. Et qui s'intègre vraiment avec le temps, avec la maturation, avec la pratique. Voilà, moi, je te dis, au bout de 20 ans, j'y suis pas encore, quoi. C'est ça. Et en même temps, tu sais bien, dans l'immédiateté, il y a des réflexes qui changent. Ce réflexe observation-jugement, c'est énorme. Et ce réflexe derrière une attaque, tu vois, quand je dis aux soignants le mot qu'une aide à domicile dans une ADMR, tu vois, m'avait dit, tout d'un coup, elle revient toute joyeuse, elle me dit, Mme Molo, j'ai compris. En fait, quand l'autre m'attaque, c'est pas une attaque, c'est un besoin. Mais c'est énorme. Tu vois, dans les formations que je donne aux urgences sur désamorcer l'agressivité, c'est énorme aussi, quoi. Cette conscience, voilà, que derrière tout jugement, il y a un besoin. Ouais, et du coup, au lieu de prendre contre soi, je peux garder le contact en entendant ce que l'autre essaye de me dire, quoi.
Tu vois, c'est ça. Donc il y a les deux, Diane. Il y a quelque chose d'immédiat qui peut quand même désamorcer la violence et transformer les rapports dans le monde, et après un chemin beaucoup plus profond, quoi. C'est ça, c'est un chemin de vie. C'est vraiment un chemin de vie, là, au-delà du processus, hein. Ouais. Et il y a les deux, quoi. Tu vois, il y a, je crois, cette immédiateté et puis aussi ce chemin de vie. Alors, je regarde. J'avais encore d'autres questions à te poser. Oui, moi j'aimerais bien que tu me poses, tu sais, la numéro 3. Y a-t-il une expérience? Oui. Alors, voilà, y a-t-il une expérience, Pascal, que tu as vécue avec Marshall et que tu aimerais nous partager? Oui, c'est celle, tu vois, quand j'y pensais, ça m'est venu immédiatement. C'était, je sais pas, oui, tu te souviens, ou tu sais peut-être pas qu'il a travaillé beaucoup avec des réfugiés du Rwanda et du Burundi, notamment qui étaient accueillis en Belgique dans le cadre de l'Université de paix à Louvain-la-Neuve, et il les fait venir aussi dans des séminaires intensifs. Et il y en a une avec, donc j'étais dans un séminaire intensif avec lui, des IIT, tu sais, des séminaires intensifs sur 10 jours. Donc il y avait des réfugiés, notamment du Rwanda, Théoneste, et c'était, j'arrive plus à prononcer son nom de famille, Ruta, enfin je te le retrouverai. Et on était donc à Wasserfallenhof, et tu sais qu'ils ont tous vécu donc le génocide et ont été témoins de personnes de leur famille qui ont été exterminées, hein. Et je me souviens, dans la chambre de Théoneste, où Marshall m'avait demandé d'être là pour un soutien empathique, il a pu rester 2 heures en silence avec Théoneste, qui était incapable de mettre en mots sa souffrance, tellement les horreurs qu'il avait vécues faisaient qu'il pouvait juste pas mettre de mots sur ce qu'il ressentait. Et je sais pas si tu imagines 2 heures, j'en ai des frissons en te le racontant, et là c'était juste une densité, là j'ai compris ce que c'était que l'empathie. Et ce bloc de présence inconditionnelle que Marshall offrait, quoi. Tu vois, cette espèce de densité de présence complètement reliée à l'humain et dans un respect profond de l'indicible et du mystère de l'autre aussi, quoi. Et je crois qu'il m'avait demandé d'être là, et ça touche parce que je pense qu'il sentait aussi mon empathie, et pour amplifier encore, tu vois, ce champ vraiment d'empathie. Et Théoneste, après, il a pu dire combien ça avait été précieux pour lui, parce qu'il disait qu'il était à moitié mort à l'intérieur. Que c'était tellement intolérable d'avoir vécu ça, que pour survivre, il fallait se couper, tu vois, de toute cette dimension émotionnelle, quoi. Et ça, je l'ai vu aussi quand j'étais avec Marshall dans des camps de réfugiés au Sierra Leone, où il m'a donné la chance, tu vois, de le côtoyer. Et je suis très reconnaissante, Diane, que tu m'aies permis hier de prendre un long temps pour me relier, au fond, à essayer de me relier à tout ce que j'ai reçu de lui, dont je prends peut-être pas la mesure parce que c'était plus une imprégnation, tu vois. Oui, que tu as beaucoup appris en le voyant faire, en fait. C'est ça, tu vois. Et je pense que tous ceux qui l'ont côtoyé, tu vois, mais c'est... Là, depuis que tu m'as donné ces questions, en fait, je crois que tu me permets vraiment à la fois d'honorer et de prendre la mesure de cette... comment il était juste un avec ce processus, et je dis pas qu'il était parfait, tu vois, quand tu me demandes quel genre d'homme il était, attention, on va pas l'idéaliser, et il était juste profondément humain, comme nous tous, et si tu veux, il vivait son processus, il le façonnait en même temps qu'il le transmettait. Tu vois, j'ai envie de dire, c'est... quand il dit les solutions nous trouvent, et moi j'ai envie de dire c'est que le processus lui-même qui nous permet de comprendre ce que c'est que le processus. Tu vois, à une conférence à l'UNESCO, quand une journaliste l'interviewait avant, lui demandait qu'est-ce que c'est que la CNV, il disait franchement je sais pas. Et moi je me disais il se fout de nous, mais c'est pas vrai. Tu vois, c'est un chemin, c'est un processus pour, tu vois, c'est un processus d'incarnation pour devenir, j'allais dire, ce que nous sommes, quoi, pour comprendre ce que c'est qu'être humain et ce que c'est que de vivre entre êtres humains et de se relier. Tu vois, et vraiment comment vivre. Et que ce qu'il disait, c'est en vivant, en fait, avec les autres, en vivant les situations, et qu'il pouvait pratiquer la CNV, et que du coup, il l'incarnait en la vivant et en la transmettant, en fait. Oui, exactement. Je bois tes paroles, Pascal, et je mesure aussi
oui, toute la profondeur en fait de cet homme et de sa profonde intégrité aussi par rapport au processus. Ouais. Oui. Ouais. Et que j'aime bien que tu dises aussi que c'était pas quelqu'un d'idéal, il n'était pas parfait, Non. et que voilà, il était humain tout simplement, hein, Oui. et que on l'a tous vu exprimer des colères, être pleinement dans cette expression de ce qu'il traversait, et que c'était pas toujours agréable de recevoir ça pour les autres, pour ses collègues. Non. Ouais, non, tout à fait, et en même temps, il y avait quelque chose de juste, quoi. Ouais, et je crois que ce chemin d'authenticité qui nous montre, quoi. Je me souviens d'une de ses colères quand il est arrivé dans un séminaire intensif et qu'il n'y avait pas Internet dans sa chambre parce qu'on avait eu beaucoup de mal à trouver, alors que c'était quand même un de ses prérequis. Vu ses connexions avec le monde entier, il voulait ça. Donc nous, on n'en menait pas large à 11h du soir de trouver du coup un hôtel où il y avait Internet dans la chambre. On pensait que Internet dans le hall, en bas, ça allait. Mais non, il avait besoin de privacy, quoi. Et je me suis sentie assez piteuse de ne pas avoir assez pris en compte effectivement ses besoins et respecter ses besoins, quoi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, le fait que parfois on peut juger les besoins de l'autre. Ça me frappe énormément. Ça peut être un des travers de la CNV. D'un malentendu, et non que quand l'autre a des besoins, quoi que nous on en pense, vraiment les prendre en compte, quoi. Ça, c'était une expérience marquante pour nous tous dans l'association, cette colère qu'il avait eue ce jour-là. Ouais, et c'était une colère juste, quoi, et que dans ce cas-là, il n'avait pas d'empathie pour nous parce que il était juste dans en fait ses besoins à lui, et que lui qui offrait tant, ça me touche d'y penser. Je me dis comment est-ce qu'on a pu à ce moment-là, tu vois, manquer vraiment quelque part de considération pour lui et pour ce cadeau inestimable qu'il était, en estimant à sa place que c'était peut-être pas si important que ça. Je crois que c'est quelque chose de très important, Diane, à retenir. Tu vois, de ne pas juger, de pas juger l'importance des besoins de l'autre, quoi. On peut pas juger l'importance des besoins de l'autre. Non, à la lumière de nous, parce que dans ce cas-là, on est. Oui. Ouais, c'est une anecdote. Et à quel point il était vraiment important. connecté, Marshall, à ses besoins. Oui, voilà. Ouais, c'est là, on peut oser être désagréable, quoi, tu vois. Enfin, je pourrais dire juger désagréable parce qu'il était 11h du soir et qu'on s'était donné un mal fou, mais c'était pas la question. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis curieuse. Eh ben, on a cherché avec Geneviève Wilson et Béatrix Piétenu, en tout cas, on s'est démené et on a trouvé un hôtel à 11h du soir, quoi. D'accord. Voilà. Et on allait le chercher matin et soir et c'était juste, quoi. Et on peut se poser la question aussi, tu vois, c'est vrai que en entendant ça, je me dis mais quelle est la différence du coup entre l'exigence et puis tenir bon par rapport à ses besoins et c'est vrai que ça peut être un peu ça peut porter à confusion. Oui, mais là j'aime beaucoup, mais son besoin c'était un besoin vraiment d'intimité et de confort pour rester en lien vraiment avec le monde entier, quoi. Et que c'est ça. Il y avait vraiment, quand on anime, si tu veux, il était disponible de 8h du matin, souvent jusqu'à minuit pour écouter des personnes. Oui. Donc, ce besoin dans son rôle vraiment de leader international, c'était de pouvoir avoir une facilité d'accès. Et là, je vois pas, si tu veux, là pour moi, ce besoin-là, il était incontournable, quoi. Donc la stratégie, c'est effectivement une chambre, quoi. Et bien sûr, c'était une manière de contribuer, quoi. Voilà, en tout cas, là, il ne pouvait pas lâcher son os sur le besoin. Si on avait trouvé un lieu de stage où c'était là, en tout cas, c'était débrouillez-vous pour que ce besoin soit comblé, quoi. Il n'a pas dit j'exige un hôtel 3 étoiles, quoi. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que parfois donc on lâche son os, justement? Je crois qu'on peut avoir une partie de nous qui juge, qui relativise et qui juge que c'est pas si important. Et là, ça aurait pu être d'avoir peur de déplaire ou justement, tu vois, d'être entre guillemets de crainte de manquer de reconnaissance, tu vois, par rapport aux autres. Mais je crois que c'est souvent, tu sais, c'est à cause du conditionnement et qu'on nous a souvent fait comprendre que nos besoins étaient peut-être, tu vois, pas si importants que ça, quoi. Et on y a cru. Oui. Et petit à petit. Ouais. Et ben voilà. Et après, ça s'accumule et on en veut quand même aux autres, quoi.
Voilà, et on en veut aux autres. Voilà. Donc là, tu vois, peut-être pour terminer, c'est vraiment, tu vois, vivre avec considération pour soi et pour les autres. Je crois que vraiment le chemin qu'il nous a montré, c'est que pour sortir de la violence, il fallait déjà commencer par sortir de la violence vis-à-vis de soi. C'est-à-dire vraiment se respecter, connaître nos besoins, pas mélanger nos besoins avec des caprices ou des stratégies, et vraiment connaître les besoins et du coup les considérer à sa juste valeur, parce que à la fois la vie en nous est précieuse et du coup la vie chez l'autre est précieuse aussi. Tu sais, on dit souvent charité bien organisée commence par soi-même. J'aime bien dire communication bien organisée commence par soi-même. Oui. Et c'est vraiment si tu veux, pour se respecter soi, il faut savoir ce qu'on respecte. Et là, quand on est un homme de la trempe de Marshall et qui a cette responsabilité d'être en lien et de répondre au plus juste et au plus rapide à des besoins du monde entier, il y a aussi ce besoin, là chez lui, tu vois, vraiment d'un confort et d'un espace pour se ressourcer et de facilité pour à la fois combiner son ressourcement, vraiment son travail, quoi. Rester en lien et pouvoir répondre aux demandes au fur et à mesure dans des conditions confortables. Oui. Et que là, je pense qu'il avait l'assurance aussi qu'on pouvait comprendre et qu'on avait à cœur aussi de contribuer à son bien-être. Donc ce qui peut nous éloigner, voilà, ça serait la croyance que, tu vois, on ne serait plus aimable, quoi. Diane, je vois que l'heure passe et que je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous à 11h. Donc là, ça fait une occasion pratique de te dire de te partager effectivement mes besoins. Et donc, je voulais juste savoir si tu voyais encore autre chose. Je voulais juste rappeler le cadre. Oui, peut-être une petite question. S'il y avait quelque chose que tu aimerais dire à Marshall Rosenberg aujourd'hui, ce serait quoi? Écoute, si je lui parlais vraiment en direct là et s'il m'entendait, et je pense qu'il m'entend parce qu'on a souvent fait des jeux de rôle avec des personnes, tu vois, qui ont quitté cette terre, je l'ai beaucoup assisté et traduit, ça a été une chance, et je lui dirais ma gratitude infinie pour m'avoir mise en chemin, pour m'avoir vraiment remise sur le chemin, j'ai envie de dire, de la vraie vie comme tu le fais pour tant d'autres personnes. Pour m'avoir transmis ta passion de l'humain et m'avoir montré aussi qu'il ne s'agissait pas d'être parfait. J'ai envie de lui dire, je dirais, Marshall, merci pour ton humour quand tu dis que être girafe, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être progressivement bien stupide. Et puis aussi cette phrase qui me porte beaucoup, que m'avait rappelé aussi une des pionnières, une des participantes au stage de CNV de la première heure, Catherine Le Gallet, qui travaille beaucoup en Italie maintenant, toute chose qui mérite d'être faite mérite de l'être même maladroitement. Vraiment, Marshall, te remercier pour ce souffle de vie et ce souffle, je dirais, d'espérance vraiment pour le monde qui va continuer de porter du fruit, quoi. Et vraiment pour cette dimension, je dirais, à la fois au-delà de toutes les religions et qui permet aussi à chacun de vivre plus profondément sa foi, quelle qu'elle soit. Et Marshall, vraiment, j'ai envie de te dire que tu peux être heureux et confiant que ton œuvre va continuer de porter du fruit et contribuer à la paix et à cette prise en compte des besoins de chacun. Tu m'as dit un jour où tu disais régulièrement que le monde ne sera jamais en paix si les besoins d'une personne ne sont pas satisfaits, ou qu'on ne sera jamais en sécurité tant que les besoins d'une personne sur la planète ne seront pas satisfaits. Je crois qu'on a du boulot, mais merci de nous avoir donné les outils et la chutzpah, comme tu disais en palestinien, cette ferveur et cette audace pour y aller. Et merci à toi, Diane, de me donner cette occasion de me relier. Tu me donnes envie d'écrire, je crois. Bah, écoute, avec grand bonheur, si ça a pu avoir cet impact sur toi, et voilà, merci à Marshall et merci à toi de porter ce flambeau et cet engagement depuis tant d'années et de nous conter la vie de cet homme et merci beaucoup Pascal. Je suis très touchée par et moi Et j'ai très aimé que tu m'aies permis d'en parler. Je crois que merci de mettre cette interview parce que du coup, je serais aussi plaisir à réécouter pour entendre et compléter effectivement
Voilà, je crois que tu me permets de prendre la mesure un peu plus, tu vois, de l'énorme cadeau que j'ai eu de pouvoir le traduire et le côtoyer de près pendant plusieurs années, notamment pendant ces 4 mois où j'avais voyagé plus particulièrement. Je crois que c'était en 1996. Non, ou je sais plus, enfin peu importe. Voilà. Bon. Merci Eh bien, Diane. écoute, je serais ravie de faire une autre entrevue avec toi, mais cette fois-ci avec toi, Pascal Mollo, et de voir aussi toutes les contributions que tu fais dans le monde et comment toi tu vis la CNV. Je serais très curieuse de ça. Donc, au plaisir de te avec parler. Plaisir, et ouais, bientôt, notamment dans tout le champ social et de la santé aussi, mais avec plaisir. Merci Diane. À bientôt. À bientôt, Pascal. Au revoir.